En cette année 1812, le grand affrontement entre Napoléon et le tsar a commencé. L'empereur est toujours aussi redoutable et la grande armée marche sur la Russie. Mais les Russes préfèrent détruire leur pays plutôt que de laisser les Français gagner la guerre. Après avoir poursuivi son ennemi sur des centaines de kilomètres, Napoléon a atteint Moscou. Comme le reste du pays, la capitale est détruite alors que l'hiver s'approche. La campagne de Russie est perdue. L'armée napoléonienne n'a pas les moyens de se maintenir sur place. Elle doit faire demi-tour et regagner une terre plus hospitalière. Elle quitte Moscou en ruine le 19 octobre. Mais l'interminable colonne qui quitte la ville n'est pas seulement une armée en ordre de marche. C'est un cortège qui mélange deux mondes opposés. D'un côté, la discipline du soldat, de l'autre, la détresse du démuni. D'abord, il y a d'un côté ce qui reste de la grande armée. C'est l'ensemble des forces en état de combattre et qui ont gardé leur cohésion. Leur objectif est de battre en retraite en bon ordre sous le contrôle de l'empereur. De l'autre côté, c'est un amalgame anarchique de soldats désarmés et de civils. On y trouve toutes sortes d'individus. Des vivandières et autres femmes suivant les soldats. Des étrangers habitant Moscou fuyant les prévisibles représailles au retour des Russes. Des soldats qui ne sont plus en état de se battre, démobilisés ou blessés. C'est une cohorte désorganisée et hétéroclite qui s'accroche à l'armée régulière pour avoir une chance. Leur objectif est de survivre. Ainsi, ils étaient appelés les traînards, car l'armée les traînait derrière elle comme un poids mort. Mais la marche va devenir un enfer. L'hiver tombe plus vite et plus fort que d'habitude, et il n'y a pas assez de provisions. Le peu qui est disponible est disputé entre militaires et traînards. Les pertes par le froid et la faim s'accumulent. Malgré tout, la colonne avance à marche forcée. Les Cosaques et les paysans en quête de revanche en profitent pour harceler les marcheurs. Le sort de celui qui finit isolé est funeste. Les plus faibles sont laissés à leur sort. C'est le prix à payer pour avoir une chance d'échapper à l'hiver russe. Et ils sont pourchassés par l'ennemi, car le tsar Alexandre ne veut pas laisser Napoléon s'enfuir. Il a donné l'ordre à ses armées de l'encercler et de le capturer. Il compte sur 3 de ses généraux. Kutuzov, le général en chef, patient et stratège. Wittgenstein, l'Allemand qui a fait allégeance au tsar. Tchitchagov, l'ancien amiral devenu général. Kutuzov poursuit et harcèle l'armée en fuite mais reste prudent et évite le choc frontal. Wittgenstein descend du nord, pendant que Tchitchagov remonte du sud. La convergence des 3 armées doit piéger les Français dans un étau sans issue. Le 25 novembre, au bout d'une marche mortelle de 38 jours, la colonne atteint la rivière Bérésina. La franchir n'est pas une option. C'est la seule manière de s'en sortir. Le franchissement se fait normalement à Borisov, mais Tchitchagov est arrivé avant. Il tient la ville et son pont. Les Français sont dans une impasse. Les 2 autres généraux russes arrivent et vont terminer l'encerclement. Pendant cette longue retraite, la colonne principale est renforcée par des troupes qui s'étaient éparpillées dans l'Empire russe lors des premiers mois de campagne. L'une d'elles est le corps d'armée du maréchal Oudinot. Ces soldats avaient été envoyés en mission au nord. Maintenant, il rejoint l'armée principale, pourchassé par Wittgenstein, et il est arrivé le premier à Borisov sans pouvoir reprendre le contrôle du pont. En chemin, ils ont découvert un passage à gué, un peu plus au nord de la ville, vers le village de Studianka. Mais franchir la rivière glacée n'est pas si simple. Tenu par les forces russes, débarquer sur l'autre rive condamnerait à coup sûr quiconque oserait faire la traversée. Évidemment, Napoléon a un plan, une diversion. Il veut faire croire qu'il va forcer le passage coûte que coûte à Borisov. Ainsi, l'empereur et sa garde impériale se rendent sur place. L'illusion doit être parfaite. Tchitchagov regroupe ses forces pour faire face et vide ses soldats la rive tant convoitée. Pendant ce temps, le reste de l'armée française fonce déjà vers Studianka. À la nuit tombée, l'empereur rejoint discrètement les siens, mais le temps est compté. Dès le matin du 26, Napoléon fait traverser le fleuve à des cavaliers qui prennent chacun un fantassin sur leur cheval. Simultanément, la construction des ponts commence. Les pontonniers préparent des planches et des pilotis puis se jettent à l'eau. Ils doivent s'immerger jusqu'aux épaules. Ils s'acharnent et luttent contre le froid et le courant. Chaque planche posée est un défi. Chaque geste un combat contre l'épuisement. Mais ils plantent un espoir au milieu du fleuve. Les 2 ponts sont terminés dans la journée. Mais faire passer 100 000 hommes sur des ponts de fortune était un cauchemar d'organisation. Napoléon impose un ordre de passage strict. Priorité aux troupes régulières, 36 000 hommes, aux canons, 200, et aux chariots du trésor. Alors, la traversée commence. Le corps d'armée d'Oudinot passe le premier. Il rejoint l'avant-garde et se place en défense face au danger, vers le sud, car en remontant le cours du fleuve, Tchitchagov pourrait rejeter l'armée française à l'eau.
Un deuxième corps d'armée reçoit une mission tout aussi vitale. Il est commandé par le maréchal Victor et doit se maintenir sur la rive de départ. Il devra tenir l'ennemi à distance le plus longtemps possible pour protéger le franchissement. Les ponts s'écrouleront à plusieurs reprises, sous le poids des chariots et des canons. À chaque fois, les pontonniers retourneront à l'eau pour réparer. Une immersion mortelle. La plupart d'entre eux périront. Leur sacrifice sauvera l'armée. Mais Tchitchagov comprend son erreur et ordonne à ses forces de remonter vers le nord. Pendant plusieurs jours, les vagues russes se brisent sur les défenses françaises qui résistent coûte que coûte, au prix de lourdes pertes pour les deux camps. À la fin du 27 novembre, presque toute l'armée régulière est passée de l'autre côté en bon ordre grâce à la ténacité de ses défenseurs. La traversée aura pris 2 jours, mais les traînards sont encore sur la rive orientale et préfèrent y passer la nuit, autour des feux, et attendre le jour pour tenter le passage. Le temps reste glacial et la neige tombe toujours en abondance. Erreur fatale, car le lendemain, les autres forces russes sont là. Les combats de la rive Est commencent. Le maréchal Victor et ses hommes affrontent Wittgenstein, qui est enfin arrivé. Toute la journée, ils tiennent en échec l'assaut dans des combats aussi acharnés que ceux de l'autre côté. Mais l'affrontement menace les traînards et des obus de l'artillerie russe tombent sur leur campement. La panique gagne aussitôt. Tous se ruent vers les ponts dans une cohue indescriptible. Chacun se bat pour sa survie, les plus faibles étant piétinés ou poussés dans l'eau par la foule. La confusion vire au carnage. Le soir venu, les Russes épuisés et décimés cessent l'attaque. C'est au tour de Victor et ses hommes de traverser. Ils se fraient un passage de force en écartant la foule à coups de crosse. Toute l'armée encore en état de se battre est réunie de l'autre côté. Quant aux traînards n'ayant pas encore traversé, ils passent à nouveau la nuit près de leur feu de camp, en attendant le lendemain. Le 29 novembre au matin, Napoléon ordonne l'incendie des ponts afin d'empêcher l'ennemi de poursuivre les rescapés. Une foule désespérée s'élance sur les passerelles incendiées dans un dernier espoir de s'échapper. C'est à cet instant que les Cosaques surgissent, fauchant et capturant les traînards, saccageant les restes du camp. Entre les flammes et la cavalerie ennemie, il n'y a plus d'échappatoire. À la fin, si environ 100 000 personnes s'étaient présentées devant la rivière Bérésina, seulement la moitié aura réussi le franchissement. Si les pertes sont dramatiques, le succès stratégique est considérable. L'empereur était à portée de main, et sa capture aurait été prestigieuse pour les Russes avec la fin de l'aventure napoléonienne. Le tsar tiendra ses généraux responsables de l'échec. Kutuzov, trop prudent, Wittgenstein, trop lent, Tchitchagov, trop indécis. Clausewitz écrira « Napoléon à la Bérésina sauva intégralement son honneur et acquit même une nouvelle gloire. » Les ennemis de l'empereur regretteront encore longtemps de l'avoir manqué lors de cet hiver catastrophique.